Alors, troisième partie sur cette thématique des complications des immunitaires, des inhibiteurs de checkpoint, c'est la partie traitement. Alors, comment prendre en charge ces patients? Ça représente un certain challenge puisqu'il faut contrôler la complication des immunitaires sans perdre l'efficacité antitumorale. C'est ce qu'on nous demande. Et malheureusement, il n'y a pas d'études randomisées pour nous dire comment faire. Donc, les premiers référentiels se sont basés sur la gestion des toxicités dans les essais cliniques de ces molécules. Ce qui est extrêmement important, c'est la collaboration entre l'oncologue référent et le spécialiste d'organes, sans oublier bien sûr l'avis du patient, qui est extrêmement important. Alors, en général, on utilise le grading CTCAE, qui est bien connu de nos collègues oncologues. CTCAE, ça veut dire Common Terminology Criteria for Adverse Event, qui va grader donc, la gravité de la toxicité. Je vous ai mis là un exemple. Donc, par exemple, pour une diarrhée, si le patient présente moins de 4 selles par jour, c'est un grade 1, entre 4 et 6 selles par jour, grade 2, au moins 7 selles par jour ou une incontinence, c'est un grade 3, et si le pronostic vital est engagé avec une intervention urgente requise, c'est un grade 4. Le grade 5 représentant le décès. Vous avez la même chose pour chaque toxicité. Vous voyez pour le rash, moins de 10% de la surface corporelle, entre 10 et 30% ou plus de 30%. Et puis un exemple rhumatologique, pour les arthrites, c'est là où on voit que ce n'est pas complètement adapté. Une légère douleur pour le grade 1, une douleur plus modérée pour le grade 2 et une douleur sévère pour le grade 3. Donc ça permet de standardiser un petit peu la prise en charge et vous verrez que les recommandations actuelles sont beaucoup basées sur ce grading, mais je vous ai donné l'exemple de l'atteinte rhumatologique. On voit que ce n'est pas toujours adapté et donc maintenant les différentes sociétés savantes aussi développent leurs propres recommandations qui n'utilisent pas toujours ce grading. C'est le cas d'une pseudopolyarthrite rhizomélique qui peut être très invalidante et donc rapidement classée comme un grade 3 qui fera arrêter le traitement alors qu'on sait que finalement une petite dose de corticothérapie permettra de bien gérer la situation. Donc les principes généraux sont basés sur ce fameux grading et donc quand on a un grade 1, souvent c'est un traitement symptomatique, on peut continuer l'immunothérapie et puis on surveille de près, notamment quand c'est une atteinte cardiaque, neurologique ou musculaire. Le grade 2, il faut réfléchir à décaler la perfusion d'immunothérapie et discuter une corticothérapie. En général, entre 0,5 et 1 mg/kg par jour, mais là encore, ça va dépendre du type de toxicité. Et si les choses ne rentrent pas dans l'ordre ou ne s'améliorent pas rapidement, passer à l'étape grade 3-4 où là il faut arrêter temporairement ou définitivement l'immunothérapie, sauf par exemple sur les toxicités endocriniennes. Ce que disent nos collègues endocrinologues, c'est qu'une fois que la thyroïde est complètement détruite, elle ne va pas récupérer et donc ça ne sert à rien d'arrêter l'immunothérapie, autant la continuer et substituer par hormones thyroïdiennes. Là, souvent, s'il y a besoin d'une corticothérapie, elle sera soit par bolus, soit sur des doses de 1-2 mg/kg. Et bien sûr, ce sont des patients à hospitaliser. Donc, il y a aujourd'hui 3 recommandations internationales. Les recommandations de l'ESMO, qui est la Société européenne de l'oncologie médicale. Les recommandations du SITC, qui est la Society for Immunotherapy of Cancer, et celle de l'ASCO, qui est la société américaine. Ces recommandations, elles ont surtout été développées finalement par nos collègues oncologues, mais de plus en plus, les différents spécialistes d'organes, 1 ou 2 par spécialité, ont été invités au développement, pour participer au développement de ces recommandations. Alors, la corticothérapie, en général, sera le traitement de première intention dès qu'on arrive sur un grade 2. Donc, elle doit être discutée à ce moment-là. En général, je vous l'ai dit, 0,5-1 mg/kg, mais qui sera adaptée à chaque toxicité. Par exemple, pour la toxicité rhumatologique, on sait qu'une corticothérapie de 15-20 mg permettra très souvent de gérer la situation.
Si la toxicité est plus sévère, dite de grade 3, là, la dose sera de 1 à 2 mg/kg, je vous l'ai dit, plus ou moins des bolus. Ça sera le cas, par exemple, pour les myosites ou certaines maladies systémiques avec une atteinte d'organes sévère. Alors, est-ce que nos corticoïdes vont impacter finalement la réponse antitumorale? On a des données plutôt rassurantes quand les corticoïdes sont utilisés pour gérer la toxicité. Dans cette revue de la littérature, on voit que la majorité des essais où les patients ont reçu des corticoïdes, il n'y avait pas d'impact sur la survie ou la réponse tumorale. En revanche, il y a un message important qui est assez récent, c'est la présence de corticoïdes lors de la mise en route du traitement par immunothérapie. On voit en rouge que les patients recevant des corticoïdes à plus de 10 mg par jour au moment où on leur démarre l'immunothérapie ont une survie nettement moins bonne que les patients qui n'avaient pas de corticoïdes ou en dessous de 10 mg par litre. Il y a vraiment un rationnel aussi biologique pour ce seuil de 10 mg. On l'a également retrouvé, nous, sur notre cohorte bordelaise. Et donc, le message, c'est vraiment de limiter les corticoïdes à baseline au moment de la mise en route avec ce seuil de 10 mg à ne pas dépasser. Après, si c'est pour la gestion d'une toxicité, on est moins embêté une fois que la réponse antitumorale est lancée. Parfois, ça ne sera pas suffisant devant l'intensité des symptômes ou du fait d'une corticodépendance. Et il faudra avoir recours à des traitements de fond, conventionnels ou biologiques. Les plus utilisés, en tout cas pour la rhumatologie et pour les toxicités systémiques, sont le méthotrexate, l'hydroxychloroquine et la salazopyrine, avec peut-être un peu plus de réaction d'hypersensibilité avec la salazopyrine, donc il faut avoir une certaine vigilance là-dessus. Le mycophénolate mofétyl est utilisé dans les hépatites, certaines pneumopathies, et aussi a été rapporté pour des cas de myosite ou de sclérodermie laïque. S'il faut aller sur les biologiques, on a le plus de données finalement avec les anti-TNF, et ce grâce à nos collègues gastro-entérologues qui l'ont utilisé, notamment l'infliximab, dans les cas de colite sévère. Alors à la différence des toxicités rhumatologiques ou systémiques, eux, avec une ou deux perfusions, finalement, le problème était réglé, alors que nous, on a besoin d'un traitement un peu plus au long cours. Mais voilà, en tout cas, des données rassurantes avec les anti-TNF. Les équipes américaines ont utilisé plusieurs anti-TNF aussi dans la gestion des toxicités rhumatologiques. Et il y a également un essai clinique en cours à l'Oncopole, à Toulouse, qui associe un inhibiteur de checkpoint et un anti-TNF sur la base de données précliniques qui suggérerait finalement une synergie entre les deux traitements. Donc on attend avec impatience ces résultats qui nous donnera des éléments en tout cas pour pouvoir gérer nos toxicités plus sévères. Des cas de patients traités par tocilizumab dans la gestion d'arthrite immunomédiée ont été rapportés, pas que pour les atteintes rhumatologiques, il y a eu aussi pour des pneumopathies, pour des atteintes œsophagiennes, sans signal négatif là encore. Le rituximab a également été utilisé, principalement sur des atteintes hématologiques avec des PTI, ou des anémies hémolytiques. Et là aussi, il y a eu une étude dans les lymphomes qui a associé un inhibiteur de checkpoint immunologique et le rituximab, avec des données là aussi rassurantes sur un plan de la sécurité et de l'efficacité. Un seul signal négatif avec ce case report d'un patient traité par anti-IL-17 pour une toxicité digestive, un patient qui avait une maladie de Crohn, également un psoriasis et une atteinte articulaire, qui était plutôt en bonne réponse au traitement, comme vous pouvez le voir avec le marquage ACE, et donc qui a reçu du secukinumab pour la gestion des toxicités avec une efficacité assez spectaculaire, mais par contre qui a perdu l'efficacité antitumorale. Donc c'est le seul signal négatif qu'on a actuellement.
Est-ce qu'il faut arrêter le traitement par inhibiteur de checkpoint en cas de toxicité? Alors certainement pas en cas de grade 1, sauf encore une fois une certaine prudence pour tout ce qui est neuro, cardio et peut-être hémato. Pour les grades 2, il faut discuter peut-être de décaler la perfusion, mais ça dépend du type de toxicité. Grade 3, souvent un arrêt temporaire. Grade 4, un arrêt définitif, sauf, comme je vous l'ai dit, pour les endocrinopathies. Une fois que la glande est détruite, elle ne récupérera pas, il faut juste supplémenter. Vous voyez sur cette courbe que, en bleu, les patients qui ont arrêté l'immunothérapie pour une toxicité, finalement, n'ont pas une moins bonne survie que les autres patients en jaune. Et donc, il faut savoir rassurer le patient aussi, qui est peut-être très inquiet du fait de l'arrêt du traitement oncologique, sur le fait qu'il faut surveiller et que les choses peuvent aller bien pendant longtemps, même après l'arrêt du traitement. Alors, les points clés de la prise en charge thérapeutique, on l'a vu, la corticothérapie, quand elle est indiquée, est le traitement de première intention. Il faut la limiter vraiment au moment de la mise en route de l'immunothérapie avec ce cut-off de 10 mg par jour. Parfois, l'utilisation de traitements de fond conventionnels ou biologiques sera nécessaire. La poursuite du traitement dépendra du type de toxicité et de sa sévérité. Et pour tout ça, finalement, la collaboration entre l'oncologue, le spécialiste d'organes et le patient est vraiment essentielle pour une prise en charge optimale qui reste probablement à déterminer dans les années à venir.